J'ai l'immense privilège de m'entretenir avec Bernard Mainguy de Bernard Épicerie Traiteur. Je vais le laisser se présenter dans quelques minutes. Je rappelle, je suis Hélène Savignac, cofondatrice de Synaction Expansion. La raison d'être de ces entrevues-là, c'est vraiment de faire rayonner des entrepreneurs d'ici et également de pouvoir inspirer des entrepreneurs qui sont en train de nous écouter pour dire il y a vraiment on est dans une période d'incertitude sans précédent et c'est vraiment aussi pour pouvoir être une source d'inspiration pour d'autres dirigeants et leaders d'entreprises qui nous regarderaient. Vraiment, c'est un honneur pour moi de te parler, Bernard, parce que ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. J'ai déjà utilisé également tes services. Et quand on s'est parlé la semaine dernière, tu m'as un petit peu expliqué que ça a vraiment eu un impact assez important pour toi dans l'entreprise et tu t'es réinventé en quelques semaines. Alors, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles plus. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça que tu nous parles en fait, quelle est ton entreprise, je l'ai bien nommée aussi, là, et nous parler un petit peu plus dans quel secteur d'activité tu étais et maintenant dans quel secteur d'activité tu es. Bonjour à tous, mon nom est Bernard Mainguy, chez Bernard Épicerie Traiteur. On est situé à Saint-Sauveur, on est ouvert depuis décembre 2001. On engageait une vingtaine d'employés, entre 15 et 20 personnes. Puis l'entreprise, bien évidemment, le 13 mars, comme bien des entreprises au Québec, elle a radicalement changé. Notre volet traiteur, en fait, s'est écroulé, a été sur pause et pour un certain temps, un délai qu'on ignore la date de reprise, mais on avait, l'important, je pense, dans une entreprise, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus et on a un volet d'entreprise qui est intéressant, c'est la confection de plats cuisinés. Et cet aspect-là a vraiment pris de l'ampleur. Et on s'est un peu réinventé, étant donné qu'on avait déjà des véhicules pour faire les événements traiteurs. Oui. Maintenant, on les utilise pour faire la livraison de plats cuisinés. Alors, on fait la livraison dans la région immédiate à tous les jours. Et puis, on fait la livraison de plats cuisinés sur la Rive-Nord, Laval et Montréal le vendredi. Et le succès est là. Et maintenant, on a 2 camions qui font cette route-là le vendredi. Et le succès va bien de ce côté-là, heureusement. Et là, je vais te ramener un petit peu en arrière parce que là, c'est comme, on dirait qu'une éternité qui s'est passée. Je ne sais pas si tu le vis comme ça, mais on dirait que depuis le 13 mars, il y a plus que 2 mois qui s'est passé depuis ce temps-là. Puis, mettons, je vais dire le 13 mars, le vendredi, où pas mal tout a pivoté. Comment tu as vécu ça les premiers jours? Parce que, en tout cas, dans l'espace de quelques jours, on va dire, entre guillemets, que tout a changé. Comment ça? Ça a coupé un petit peu, là. Alors. OK. Est-ce que tu as bien compris ma question, Bernard? Une bonne partie de la question. Oui, le 13 mars, en fait, mi-mars, moi, habituellement, dans ma comptabilité, je fais tous mes payables. Alors, cette journée-là, j'ai fait tous mes chèques pour mes fournisseurs. Et parallèlement à ça, j'avais des courriels, des téléphones, des textos, des appels sur mon cellulaire. Enfin, ça rentrait de tout bord, tout côté. Les gens annulaient. Alors, pendant que j'étais en train de faire des chèques pour payer mes fournisseurs, j'avais que des annulations d'événements pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Alors, c'est sûr que la première journée, tu as un vent de panique incroyable. Tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être contraint de fermer? Est-ce que je vais perdre ce que j'ai bâti pendant 20 ans, puis me retrouver à sec? Puis bon, repartir une entreprise quand tu en as 35, c'est une chose. Mais repartir une entreprise quand tu as 55 ans, bien évidemment, c'est un peu plus exhaustif parce que il te reste moins de temps pour essayer d'arriver à un rythme de croisière. Des fois, à cet âge-là, on est en train de planifier notre sortie tranquillement. Oui. Plutôt que de dire, on va la repartir une autre. Oui, effectivement. Puis un jour, peut-être qu'on va définitivement faire appel à tes services pour ça. Mais bon, je vais te dire que c'était un 48 heures là, de panique. Très inquiétant, très stressant. Après, on opère le commerce ici qui opère plusieurs volets. Donc, le volet événementiel, traiteur, on fait 10 000 boîtes à lunch par année. Ça venait de tomber. On fait des événements traiteurs
chez les particuliers à toutes les fins de semaine. Ça venait de tomber. On est à l'aube de notre saison barbecue. Ça, c'est notre plus grosse saison de l'année au niveau événementiel. On a 3 équipes, 3 camions. On fait des barbecues partout, à toutes les fins de semaine, le jeudi, le vendredi, le samedi, même à l'occasion de dimanche. D'ailleurs, qui était excellent là, pour avoir goûté à ça à quelques reprises. Ouais. C'est vraiment magnifique, là, mais je comprends. Tout d'un coup, en 48 heures, tout est envolé. Là. Oui, effectivement. Alors là, premièrement, tu te demandes si tu as encore le droit d'être ouvert, parce que là, on te dit tu devras fermer. Ça a été un arrêt des activités dans bien des secteurs. Dans certains cas, prenons la restauration, on avait dit, bon, parfait, ça va être 50 %, puis après ça, oups, plus de salle à manger, take-out seulement. Fait que là, nous, on se retrouvait à être autant dans la restauration que dans l'alimentation. Fait qu'on est assis, on pensait être assis entre 2 chaises, finalement, on était assis sur les 2 chaises. Fait que ça, c'est quand même intéressant de savoir qu'on pouvait se positionner sur un ou l'autre. Donc, on a pris le volet épicerie, puis on focus que là-dessus. Le volet traiteur, il est vraiment sur pause pour une durée inconnue, puis ce sera le temps que ça sera nécessaire. C'est important que les choses se fassent de la bonne façon et puis qu'on réussisse à maîtriser, si on peut arriver à maîtriser tout ça. Mais il y a une chose demeure, c'est que les gens ont besoin au quotidien de s'alimenter. Même si les gens ont du temps, dans bien des cas, parce qu'ils sont à la maison, ils sont en télétravail, mais arrive un temps où tu as envie de te gâter, tu as fait le tour de tes recettes aussi, quand tu cuisines 3 repas par jour, 7 jours par semaine, peut arriver un temps où tu te dis, on se prend une petite pause. La petite pause, ben, tu peux pas dire, je vais aller au restaurant pour me récompenser, et c'est pas une option. Alors, la petite pause, ben, tu la prends à la maison avec ta bouteille de vin préférée, mais au moins, tu te fais livrer ton repas que tu n'as pas eu besoin de préparer. Alors, c'est là-dessus qu'on focus, c'est là-dessus qu'on va focuser sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Même, je pense que ça va être plus des mois que des semaines. Parallèlement à ça, c'est que c'est un projet que je caressais déjà depuis environ 1 an. Quand j'ai fait l'acquisition de 2 nouveaux camions de livraison qu'on a fait isoler et réfrigérer pour faire nos livraisons de boîtes à lunch sans servir pour le volet traiteur. Mais je me suis dit, un jour, je vais pouvoir développer cette ligne-là de plats prêts à manger qu'on va vendre soit frais, soit congelés, soit les 2, beaucoup en sous-vide, avec des instructions claires pour faire sauver du temps aux gens. C'était l'objectif. Puis le secteur que l'on visait, c'était vraiment la Rive-Nord, Laval et Montréal. Mais principalement la Rive-Nord. La Rive-Nord, les gens qui y habitent, ben, premièrement, dans un contexte normal, ils sont dans le trafic. Ils sont dans le trafic le matin, ils sont dans le trafic le soir. Fait que pour ces gens-là, le temps est un facteur important, vraiment, vraiment important. Alors, si on arrive avec une solution de repas qui est savoureux, et puis qu'on le fait sauver du temps, ça va juste fonctionner. Ça, je pense que c'est à peu près ça. Alors, ce projet-là était sur la glace parce que le mettre en place en même temps qu'on faisait nos activités traiteurs, nos 10 000 boîtes à lunch et tout l'événementiel qu'on pouvait gérer, ça devenait, dans ma petite boîte ici de 2000 pieds carrés, un peu un défi. Et ça, c'est surtout un manque d'espace, ou un mix entre le manque d'espace et le personnel qui était requis pour faire ça. Tout, l'espace, la main-d'œuvre pour préparer, les frigos, les congèles, l'espace de préparation, les appareils de cuisson. On n'arrivait pas à pouvoir faire ça dans un contexte normal. Là, on ne fait que ça, des plats cuisinés. J'ai 2 chefs qui sont en feu. C'est vraiment intéressant parce qu'eux, ils ont pris ça à bout de bras, puis ils se sont dit, on va être là. Et ils sont là 5 jours par semaine, ils rentrent à 8 heures le matin, et puis ils font la production de plats à tous les jours. On a doublé, triplé même la capacité de production de plats. Étant donné qu'on ne fait pas d'autres activités, on se concentre que là-dessus, mais on en fait beaucoup. Et dis-moi, Bernard, là, tu me parles que la panique a duré 48 heures. C'est rapide, ça? Qu'est-ce qui a été comme le déclencheur pour dire, ben là, je retombe sur mes pattes parce que je comprends que, tu sais, la business continue. Là, tu as des appels de cancellation.
là, tu regardes ça, tu te dis, je m'en vais où? Il y a 48 heures de panique. Est-ce qu'à travers de ça aussi, le personnel, les membres de l'équipe aussi t'ont contacté? Puis là, vous étiez ensemble en disant qu'est-ce qui va se passer? Y a-tu eu ça aussi qui a été un facteur? Puis qu'est-ce que tu as fait pour, je vais dire, rapidement retomber sur tes pattes, si je peux me permettre de prendre cette expression-là? Comment ça s'est passé? Ben, d'office, on a vu qu'il y avait une demande pour les plats. D'office, on a vu que les gens, ben, ils vont continuer de manger. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont rester en opération, mais que leurs employés sont en télétravail. Donc, c'est pas tout le monde. On n'est pas tombé, le Québec, tous au chômage. Je pense qu'il y a des gens qui ont encore du salaire. Les gens ont encore, dans bien des cas, des moyens, donc de pouvoir s'alimenter. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que si on était dans une situation où on avait un taux de chômage de 75%, ça serait autre chose. Ce n'est pas ça. Les gens font attention à leurs sous, c'est bien évident, mais les gens doivent manger à tous les jours. Ça va toujours demeurer. Et là, tu as la restauration. On parle de quoi? 17-18 000 restaurants au Québec. Tu as un chiffre d'affaires de quelques milliards, 13 milliards de dollars qui surpose et qui, là, va être transféré dans l'alimentation. Pas entièrement, c'est sûr, parce que dans un chiffre d'affaires de restaurant, tu as de la nourriture et tu as du vin aussi. Mais prenons le volet nourriture. Ce volet-là, qui représente des milliards de dollars, est transféré dans l'alimentation. Alors, ça devient une opportunité pour tout le monde qui fabrique de la nourriture, qui qu'il soit, de pouvoir servir des clients. D'ailleurs, je pense que les restaurants qui ont compris cet enjeu-là, puis qui font maintenant du mets pour emporter et de la livraison, vont réussir à s'en sortir. S'en sortir, ça veut dire au moins pas perdre de sous, au moins être capable d'arriver even, de payer les dépenses, de payer le personnel, puis de rencontrer toutes les dépenses qu'on a mensuellement. Alors, si on est capable de passer au travers de ça pendant quelques mois, bon, au moins ton personnel est actif, tu ne le perds pas. Ça, c'est vraiment précieux parce que une entreprise, c'est basé sur les ressources humaines d'abord et avant tout. Ouais. Tu perds pas ton immobilier, tes équipements, fait que tu es capable de perdurer dans le temps avec ça et de servir une clientèle. C'est et dis-moi, non, effectivement. Et dis-moi, est-ce que là, tu parlais, vous montiez facilement une équipe de 15-20 personnes. Est-ce qu'il y a des gens que tu as dû remercier, que tu as dû aussi dire, ben là, pour le moment, peut-être avec l'espace, comment tu as réorganisé ça en respectant aussi, en honorant les directives émises par le gouvernement? Ben, l'opération a changé de façon radicale. La première chose qu'on a fait, ben, on était un des premiers là, à installer des systèmes de purelles à l'entrée, plexiglas aux caisses. On a fait ça pendant une semaine. Après ça, parce que c'est une boutique, là, juste pour les gens qui nous écoutent, il y a une boutique qu'on peut se déplacer, puis il y a des plats qui sont là en disponibilité avec... Effectivement. Alors, les gens pouvaient rentrer. La difficulté, c'était de contrôler le débit parce qu'on ne voulait pas avoir plus de personnes à servir que d'employés qui pouvaient les servir. Vu qu'on opérait à 2, on ne voulait pas avoir plus que 2 clients. L'autre chose, ben rapidement, on s'est rendu compte que là, les gens, ben vu que il y a des produits qui sont en libre service, les gens pouvaient prendre des produits dans leurs mains et les amener à la caisse. On était à l'approche de Pâques et là, ben, on avait des beaux chocolats de Pâques emballés, plein de beaux produits. Puis là, dans un peu un vent de panique, je me suis dit, là, les gens touchent à tout. Puis là, pour moi, ça devenait une situation avec laquelle j'étais vraiment pas confortable. Alors, le lundi précédent, la fin de semaine de Pâques, j'ai décidé de ne pas ouvrir les portes. Donc, les gens restaient à l'extérieur du commerce. On avait une façon de travailler qui était totalement différente, une approche qui pouvait être sécurisante
pour certaines personnes, mais qui pouvait être frustrant pour d'autres clients. Parce que là, tu demandes à des gens qui viennent, qui t'offrent le privilège de venir chez toi pour acheter quelque chose, puis tu leur dis non, tu rentres pas. Alors, c'est pas évident. On a affiché les menus dans les vitrines. On les a distancés de 2 mètres chacun. Donc, on avait 4 menus à l'extérieur. On était 2 employés toujours avec des téléphones. Et là, on a invité les gens à nous téléphoner et nous mentionner les items qu'ils désiraient. On passait à la caisse, on prenait la transaction par carte Visa ou Mastercard, on déposait ça dans un sac, puis on avait une table à l'extérieur pour une cueillette sans contact. Pour moi, c'était la façon la plus sécuritaire de ne pas faire entrer ici ce virus-là par la clientèle. Étant donné que les employés, à l'époque, on était tout simplement 4, donc 2 chefs plus 2 personnes en boutique. Et ces gens-là, ben, c'est pas compliqué, là. On était soit à la maison, soit au commerce. Et puis à la maison, ben, on sortait pas. Fait que c'était, moi, ma conjointe travaille de la maison. Les conjoints de mes chefs sont à la maison et travaillent de la maison. Alors, c'était pas, le facteur de risque était minime que l'on apporte de la part des employés, cette saloperie-là ici à l'interne. Puis étant donné que on travaille 6 jours par semaine, pas bien le temps d'aller aller ailleurs. Et je dois dire que la dernière place que j'ai envie d'aller, c'est à l'épicerie ou à la pharmacie. Si je peux me faire livrer les choses à domicile, je vais le faire. Je vais pas dans les centres d'achat. Je vais pas. J'ai pas envie d'aller chez Costco du tout. J'ai même coupé ma carte. OK. Je comprends. Alors, pour moi, ça devenait important d'avoir un petit cercle hermétique et de cette façon-là, pour nous, c'était plus facile. L'autre chose, bien évidemment, quand on prépare beaucoup de commandes, quand on a à gérer une quarantaine de livraisons dans une journée, bien, ça prend de l'espace. Puis nos commandes de nos clients, j'ai du frais et j'ai du congelé. Alors, la cuisine de production qui est au sous-sol où 2 employés travaillent là, et la boutique est au rez-de-chaussée. Et là, ben, j'ai déjà des frigos, j'ai déjà des congélateurs qui sont dans la boutique. Et là, on les a utilisés pour placer les commandes. Alors, c'était un peu illogique que les gens rentrent puis que les produits qui sont dans mes frigos et dans mes congélateurs, ce sont des commandes pour des clients et non pas des marchandises qui sont à vendre. Oui. Parce que près de 75 à 85%, dépendamment des journées, des commandes que l'on prépare sont des commandes pour être livrées. Il reste donc un pourcentage de 15 à 25% des gens qui viennent à la boutique pour une cueillette sans contact. Mais la majorité du chiffre d'affaires se fait par livraison. Livraison qui se fait sans contact. En fait, on ne rentre pas. Si je vais livrer, exemple, à Laval, dans une tour à condo, ben, j'entre pas. Je ne touche pas à un bouton d'ascenseur. Je touche même pas une poignée de porte. Notre dicton, c'est « On vous livre ça sur le paillasson ». Bon matin, José. Alors, José qui est ici. José, j'ai descendu la machine à café. Elle est en bas parce que je suis en visioconférence. Alors, pour éviter le bruit, alors voilà, le café va se faire en bas. Et j'ai déjà le mien, je te remercie. Mais c'est les joies du live, hein? Comme je disais, moi, j'ai mon garçon à la maison ce matin, ça se peut qu'on le voit passer ou pas, et ça fait partie de, justement, que ça soit des entrevues en toute authenticité, spontanéité, et puis c'est la beauté. José, c'est mon bras droit, alors c'est vraiment, c'est ma gérante au niveau du commerce. Elle est très heureuse de revenir nous prêter main forte. Justement, comment ont vécu ça les membres de l'équipe? Comment ont-ils vécu les dernières semaines? Ben, écoute, c'était 13 mises à pied. Ça n'a pas été, c'est pas un geste que tu fais avec beaucoup de gaieté, là. C'est vraiment, c'est pas le fun à faire. C'est vraiment pas mon activité préférée, mais pas du tout. Parce qu'en plus d'opérer, donc, l'épicerie, on a le volet traiteur avec l'événementiel.
10 000 boîtes à lunch, ça veut dire qu'on les livre. Ces boîtes à lunch-là, ça veut dire que j'ai des livreurs. Ouais. Mais 2 livreurs à temps plein plus un autre livreur occasionnel. Ces 3 personnes-là ont plus de 70 ans. Alors, pour eux, c'était même pas une option de pouvoir venir travailler parce qu'ils devaient rester enfermés à la maison. Puis, j'opère aussi un bistrot dans un spa à Moronize de la chaîne Amerispa. Fait qu'on opère un bistrot là-bas depuis 7 ans déjà. Qui était en opération 7 jours par semaine. Donc, là-bas, j'avais 4 employés pour couvrir les 7 jours d'opération du bistrot. Alors, déjà, ça s'est fermé depuis donc le dimanche 15 et je n'ai pas d'idée du tout de quand ça va réouvrir. Je vois difficilement comment un spa qui offre des massages va pouvoir le faire avec une distanciation de 2 mètres. On est d'accord. Pas sûr que j'irai faire masser avec, avec l'équipement de sécurité personnelle, là, autant pour la personne qui se fait masser. Non, tout à fait. Alors voilà, ça c'est sur pause pour un certain temps. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour justement, comme entrepreneur, d'un côté, tu dois faire des mises à pied parce que, ben, là, tu es en train de réinventer l'entreprise, puis on était plus habitué d'embaucher, là, tu sais, à travers tes 20 ans, ça a plus été de la croissance que d'autres choses. Oui, Qu'est-ce que tu as fait comme personne, comme chef d'entreprise pour vraiment, je veux dire, garder le fort, puis garder le cap, puis qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi? Oh, mon Dieu. Ben déjà, de savoir, la journée qu'on a déterminé qu'on avait, comme je te dis, qu'on n'était pas assis entre 2 chaises, mais on était assis sur les 2 chaises, ça nous donnait la certitude de pouvoir continuer nos opérations. Ça, c'était déjà beaucoup, même s'il y a un volet important, qui est majoritaire, qui lui est sur pause, qui va revenir un jour, mais de façon différente. Au moins, on est capable de faire de la production de plats, puis pour nous, ça, c'était vraiment important. Les 2 chefs ont pris ça au sérieux, ils ont pris ça à bout de bras, puis ils ont dit, on a une job, on est content, on a une job, puis on va être là. Alors, c'est magnifique. Ils sont là 5 jours par semaine, dévoués. Puis pour nous, c'est important aussi de ne pas mettre trop de monde dans la cuisine pour que tu te ramasses avec 6 personnes qui travaillent à un pied de distance. Pour nous, c'était même pas une option. La cuisine est grande, les gars travaillent chacun une extrémité, ils sont à peu près à 8 pieds un de l'autre. Fait que la distanciation au niveau de la cuisine, c'était facile. Puis dans la boutique, c'est la même chose parce qu'on est 2 seulement. Fait que l'objectif, c'est pas de mettre beaucoup de monde, mais de travailler de façon intelligente. De préparer nos commandes puis d'aller les livrer. Fait qu'une fois qu'on est en livraison, on n'a pas à... Tu sais, c'est un client à la fois, c'est une livraison à la fois et c'est facile. Puis les gens, ben évidemment, quand tu te fais livrer, tu ne fais pas livrer juste un plat. Tu commandes pour la semaine, dans bien des cas. Fait que les commandes sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Et comment tu entrevois l'avenir, exemple, que ce volet-là continue de prendre la croissance? Comment tu vois ça? Puis comment tu vois l'avenir aussi pour ton entreprise de façon générale? Un jour à la fois. Ça, c'est vraiment... Ouais. Ça, c'est un. 2, ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être différent demain. Ce que l'on faisait hier, on va le faire de façon différente, sans doute, après-demain. Alors, il ne faut pas avoir peur de briser les moules, il ne faut pas avoir peur de se réinventer, il ne faut pas avoir peur, faut oser, faut prendre des couilles, en fait, pour dire, OK, je fonce, parce que si le temps que tu réfléchisses puis que tu penses à quelle sera la meilleure façon de peut-être mieux faire les choses, ben il est déjà trop tard, là. C'est comme, ah ouais, move on, c'est go. C'est vraiment comme ça. Fait que ça prend, faut être impulsif. Faut pas avoir peur de se tromper. Puis si on se trompe, c'est pas grave. Ce qui est vrai aujourd'hui va peut-être pas, va être différent demain. Alors, faut pas avoir peur. Puis un peu inspiré par la façon dont je vois le premier ministre Legault, Dr. Arruda, et tous les autres membres là, du cabinet Legault qui sont là, que ce soit au niveau de la ministre de la Santé ou du ministre de l'Économie. Mais quand je vois Legault et Arruda dire
c'est vrai, mais demain, on va peut-être le changer. On va revenir en arrière, mais on va faire d'autres choses. C'est comme ça, je pense qu'il faut opérer. Il ne faut pas dire, on coule ça dans le béton, c'est ça, puis c'est tout. Alors, il faut vraiment être évolutif, à l'écoute, puis pas avoir peur pas avoir peur de se tromper, puis pas avoir peur de faire des changements. Faut y aller, mais tu es constamment en train de revoir le modèle d'affaires, de revoir des procédures. Fait que finalement, tu fais confiance que les réponses, tu vas les découvrir au fur et à mesure. Parce que, tu sais, je dis souvent, le stress là, qu'on a, c'est quand on vit dans le passé ou on veut trop anticiper le futur. Et puis, tu sais, souvent, les entrepreneurs, là, on va dire, hey, c'est important de tout vouloir contrôler, on veut pas se faire surprendre par la main, mais là, on est vraiment dans une situation, et de toute façon, tant qu'à moi, c'était comme ça avant aussi, d'incertitude, mais qui fait en sorte que c'est d'avoir du plaisir, même à la limite, de naviguer avec fluidité, avec l'incertitude. Tu sais, c'est comme, quelqu'un va dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tellement ça, d'être dans le présent. Là, tu l'as partagé, tu as eu 2 chefs qui étaient avec toi qui ont dit, on embarque, on est là. Puis dans le fond, vous naviguez au fur et à mesure, puis tu te fais confiance que ton modèle d'affaires va continuer de se réinventer avec qu'est-ce qui est disponible. Fait que c'est vraiment ce côté-là, tu te poses pas trop de questions finalement pour dire qu'est-ce qui va arriver. Tu vis le moment présent, tu accueilles les opportunités qui sont là. C'est un peu ça, je comprends, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Faut être à l'écoute. J'ai une bonne équipe. Fait que, l'équipe est petite, mais les gens sont vraiment présents. J'ai le privilège aussi quand mes enfants ils sont encore présents. Là, ma fille est ici à tous les samedis. Quand les entreprises étaient fermées, mon plus vieux était avec moi. Il faisait des livraisons. Là, il est retourné au travail. Mon autre fils, lui, il est là parce que l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas présente. Elle est fermée. Alors, il vient me prêter main forte. Ça fait une grosse différence. Fait que combiné à ça avec les gens qui sont déjà sur place et qui se défoncent, Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que tes enfants étaient aussi impliqués dans l'entreprise avant le mois de mars ou ça a été comme une nouvelle opportunité de, en quelque sorte, travailler en famille? Ma fille est là depuis les tout débuts et elle a toujours travaillé les fins de semaine. Elle est aux études, elle est au doctorat, fait qu'elle va être ici encore quelques temps, le temps de terminer ses études. Les 2 garçons, il y en a un qui est mécanicien, fait que là, lui a déjà travaillé pour moi, mais depuis qu'il est en mécanique automobile, là, son poste à temps plein. Et Marc-Antoine, celui du milieu, travaillait chez Packard, mais l'entreprise, avant, là, en février, le carnet de commande était un peu moins garni, fait qu'ils ont mis des mises à pied. Fait que lui, il est venu me prêter mon effort. Alors, ça a fait une bonne différence. Puis en plus, ils l'ont fait, dans le cas de Marc-Antoine, il l'a fait, il dit, gars, je suis là, tu me payes pas, là, je suis là pour t'aider, là, puis je veux te donner un coup de main. Fait, tu sais, quand tes enfants sont là, puis que tu supportes, ça vient faire une grosse différence. La solidarité, voilà, ça c'est le mot, je pense, qui a soudé tout le monde ensemble, là, mes enfants et aussi les employés, surtout les employés qui sont là. Est-ce que tu l'as ressenti est-ce que tu le ressens aussi de la part des clients, des gens avec qui tu fais affaire, cette solidarité-là? Oui. Le plus gratifiant, là, quand je reviens le soir à la maison, là, puis je vois des courriels ou des textos de clients qui te remercient d'être là, qui te remercient de faire la différence pour eux, parce qu'il y a bien des gens qui n'ont aucun talent en cuisine, d'autres gens qui ont vraiment pas de temps. Pour des gens qui font du télétravail puis qui ont des enfants en bas âge à la maison, qui en ont des fois plusieurs plus qu'un. Alors, c'est pas toujours facile de combiner là, cette réalité-là, de faire à manger puis de s'occuper de travailler en télétravail et tout ça. Là, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Ouais, tout à fait. Et dis-moi, Bernard, on arrive déjà presque à 30 minutes. Le temps passe excessivement vite. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais ajouter, tu aimerais partager à d'autres entrepreneurs qui t'écoutent présentement par rapport à cette situation-là? Parce que tu es vraiment un bel exemple
c'est pas trop poser de questions, c'est réinventer, tu continues à aller de l'avant, puis ça va toujours de plus en plus en croissance. Je trouve ça important de le partager parce qu'il n'y a pas juste des entreprises qui vont mal, il y a des entrepreneurs qui se réinventent, puis l'entreprise va bien aussi. Alors, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Ben, tu l'as dit le mot, ça, réinventer. On l'a entendu à plusieurs reprises dans les conférences de presse, dans les médias. Tu sais, on construit l'avion pendant qu'il est en train de voler, alors où on construit le bateau pendant qu'il est en train on l'a foutu à l'eau. C'est ça. Alors, faut pas avoir peur de se jeter à l'eau, puis même si tu sais pas nager, ben tu vas apprendre à nager. Ça va être difficile au début, mais faut pas perdre espoir, puis faut plonger. Faut oser. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur des échecs. En fait, un échec, c'est une façon de travailler, c'est une façon d'apprendre. C'est une expérience. C'est une expérience. Si on avait juste des choses faciles dans la vie, on n'avancerait pas. Là, quand tu as un échec, tu te recules, puis tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas refaire cette erreur-là? Et les bons coups, on les répète, puis les échecs, ben, on les analyse, puis... on les prend comme une expérience, simplement. Oui, effectivement. Faut pas avoir peur, faut foncer, tout simplement. Hey, merci beaucoup, Bernard. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu encore la chance et le privilège de goûter au plat de chez Bernard, je vous invite à le faire pour l'avoir fait à plusieurs reprises et continuer à recommencer à le faire d'ailleurs. C'est vraiment magnifique. Alors, ça a été vraiment inspirant de parler avec toi, Bernard. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, demain matin, j'aurai l'occasion aussi de m'entretenir avec Stéphane Guillemette, un autre entrepreneur qui s'est réinventé en quelques semaines, demain matin, 11h. Alors, Bernard, merci encore et je souhaite à tout le monde une magnifique journée. Bye bye. Bye, merci.